question. Alors, on a tellement des années de préparation, on attend quelque chose, mais c'est peut-être pas le retour qu'on attend. Est-ce que là, déjà, ce qui s'est passé, ça vous a surpris? Et deux, excusez-moi, et deuxième question, évidemment, je pense que vous êtes beaucoup en contrôle, ce qu'on entend, hein, les explications que vous m'avez dit, ont fait beaucoup d'avant-première avec mon fils, et je comprends énormément ce que vous venez de dire depuis le début. Vous contrôlez beaucoup de choses. Est-ce que ce soir, ou il y a quelque temps, vous aurez changé quelque chose, après coup, du film, comment il est présenté aujourd'hui, et avec cette question ouverte dans votre contrôle et dans l'appréciation du public des choses? Tiens, j'aurais peut-être fait ça comme ça, maintenant, je suis allé trop vite dans cette scène, on n'a peut-être pas bien compris. Je comprends cette quête absolue de vérité, puisque vous êtes en train de la fiction et la vérité se mélangent. Comment est-ce qu'on arrive à dire, ça y est, je m'arrête là? Eh bien en fait non, j'ai rien envie de changer en fait. Et c'est rare chez moi parce que je suis un grand insatisfait. Je sais que mes 2 films précédents, j'ai plein de regrets, de questions, d'interrogations sur faire autrement, à plein de niveaux, que ce soit au niveau du scénario, du jeu, des choix des acteurs, du choix de l'image, etc. La musique, là il n'y a pas de musique, comme ça c'est bien, c'est réglé. Et là, comme je le disais quand je suis venu présenter le film avant le film, c'est un film avec lequel je suis très heureux en fait. Parce que j'ai eu le sentiment de faire les choses de manière très radicale. Par exemple sur la musique, puisque j'en parle à l'instant, ben voilà, j'ai fait ce choix très vite de ne pas avoir de musique, parce que j'ai l'impression que c'était un film qu'il fallait faire sans musique, et que le fait d'enlever la musique allait me donner une grande liberté sur le traitement du son, allait me donner, m'ouvrir la possibilité de traiter le son de manière beaucoup plus riche et traiter vraiment le son comme une partition musicale. Voilà, et je suis très content d'avoir fait. En fait, je suis très content de tout. Pardon, hein, mais généralement, je suis pas comme ça. Bonsoir. Alors moi, ça va pas être une question, ça va être plus des remerciements. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, avec le climat médiatique et politique qu'on a en France et plus largement en Europe, ce genre de film permet justement de donner une voix, donner un visage et surtout humaniser ces personnes qui font partie de notre quotidien, qui font partie de nos vies. Et je pense que l'année dernière, avec la Mostra de Venise, on a eu Moi Capitaine, même si on va pas en parler, mais je pense que le sujet est parlant. Pardon. Et voilà, je voulais juste vous remercier parce qu'il est grand temps que ces personnes comme Abou Sangaré et combien d'autres femmes, hommes, enfants aient une voix et un visage. Voilà, et arriver à Cannes, je pense que ça permet de mettre en lumière une réalité de la vie de ces personnes. Voilà. Je vous remercie. C'est vrai que quand j'ai montré, je me souviens, vous savez qu'il y a le Festival de Cannes qui est en mai, et puis ensuite en juin, il y a la reprise de Cannes, on remontre notamment le cinéma parisien, les films qui étaient à Cannes. Et on était en plein dans les élections européennes. Et là, je me suis dit, effectivement, là, on est dans un contexte où le film prend un sens particulier. Voilà. Et je crois que ça frappait, c'était encore plus évident à ce moment-là que maintenant, mais oui, nous sommes dans un contexte particulier. Et oui, c'est bien de nous rappeler dans ce contexte particulier que... C'est un film témoignage, moi. C'est un témoignage, je trouve. Alors c'est pas un témoignage au sens où je témoigne pas sur ma vie ou sur ce que... Non, voilà, mais c'est... Le témoignage malgré que ce soit une fiction, je trouve qu'il y a une part de témoignage. Ça montre ce qu'on voit pas souvent, ce qu'on voit rarement. Et comme disait la personne, c'est clair, on a besoin de ce film. Je vous remercie. Une dernière question peut-être, monsieur? Bonsoir. Moi, c'est une question plus pragmatique. Quand on voit le car qui ramasse les gens et qui l'emmène dans un foyer, bon, ça aussi, je suppose que c'est la réalité, mais d'abord, c'est géré par qui? Est-ce que c'est géré par la ville ou quoi? Et est-ce que vous avez tourné dans les vrais lieux avec
des vrais réfugiés. Et le fait aussi qu'ils doivent tous les jours redemander, ça m'a quand même paru assez étrange comme moyen de fonctionnement. Alors qu'on sait que s'ils ne reviennent pas le lendemain, ils seront à la rue. Donc ça fait un peu un côté acharnement administratif. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais c'est la réalité. Le numéro 115, qui est donc géré par la ville de Paris, qui est le numéro d'appel pour un hébergement d'urgence, effectivement, ça marche comme ça. Donc là, le centre qui est décrit dans le film, c'est un centre qu'on appelle la boulangerie, parce que c'est l'ancienne boulangerie des armées françaises. C'est un lieu très impressionnant, parce que c'est un lieu avec des grands dortoirs. Vous avez 400 lits superposés en enfilade. C'est un type d'hébergement qu'on ne fait plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand même, l'hébergement a tendance à se faire dans des petites chambres de 2, 3, 4 personnes, pas plus. Là, mais c'est une chose très spectaculaire. Et beaucoup de livreurs que j'ai rencontrés m'avaient raconté être passés par là dans leur premier temps à Paris. Et donc j'y suis allé, j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait. Je voulais aussi tourner là-bas. Finalement, ça n'a pas été possible. Donc ça, c'est la deuxième partie de votre question. Donc ça se passe vraiment comme ça. En tout cas, ce centre marchait comme ça jusqu'au Covid. Après le Covid, ça a commencé à... Pendant le Covid, ils ont plus pu faire cette rotation. Donc, ils ont gardé les gens en fixe pendant tout le temps du confinement. Et ensuite, ils sont pas revenus en arrière. Et maintenant, ils sont en train de faire des travaux pour justement moderniser l'accueil. Mais ça m'avait beaucoup frappé, moi, cet hébergement, ces 400 lits comme ça en enfilade. Dans ce grand lieu, et ça a été comme ça pendant des années, pendant peut-être même des décennies, enfin les 20 dernières années à Paris. C'était le grand centre d'hébergement d'urgence du nord parisien, et le grand centre d'hébergement d'urgence pour les hommes, et dans lequel il n'y a pas que des exilés, des migrants, mais il y a aussi des clochards. Il y a un mélange en fait entre des clochards et des migrants. Le bus? J'y arrive. J'ai pas pu tourner dans le vrai centre. C'était mon désir, dans ma folie un peu de vouloir être dans le réel jusqu'au cou. Je voulais tourner dans ce vrai centre de la boulangerie que j'avais visité. J'avais rencontré les directeurs, on avait parlé aux autorités qui gèrent ça. Ils n'étaient pas contre, a priori. Puis finalement, au dernier moment, ils ne nous ont pas donné l'autorisation. Et je pense que c'est mieux parce que ça aurait été compliqué. Encore une fois, un tournage de fiction, c'est complexe. On ne tourne pas juste une fois, on tourne 40 fois la même scène, parce qu'on la tourne dans 3 angles différents, et puis chaque fois 10 prises, et donc voilà, ça prend du temps, ça immobilise les gens, c'est compliqué de se mettre dans un vrai centre d'hébergement d'urgence, où les gens ils ont des vies difficiles, et où ils sont fatigués, et puis en plus on tourne la nuit, et les embêter toute la nuit, voilà, même si on les paye, les embêter toute la nuit, c'était pas possible. Donc on a reconstitué un centre d'hébergement d'urgence dans un autre décor, mais on a trouvé un décor qui ressemblait beaucoup, cette même structure en béton nu comme ça, ensuite on a aménagé avec des lits, un réfectoire. C'était assez simple à faire, on avait vraiment un décor de base qui était super. Et dedans, ma chargée de figuration m'a trouvé plein de gens, parmi lesquels il y avait plein de vrais exilés quand même, et plein de gens à la rue même quand même, qu'on a payés comme figurants. Et tous les gens qui sont, tous les travailleurs sociaux qui sont dans le centre sont les vrais travailleurs sociaux de la boulangerie. J'avais envie de garder les vrais, les amener dans le faux lieu. Donc il y a un mélange comme ça. Et le bus, c'est pareil, parce que la scène du bus, même s'il court très vite, il attrape le bus, mais en fait on l'a faite 10 fois. On ne peut pas immobiliser le bus, ni les gens, ni les... Voilà. Donc c'est un bus que la RATP met à notre disposition, sur laquelle on met les panneaux, comme ça, exactement les mêmes panneaux, et puis dans lesquels on met nos figurants, les mêmes, hein, donc, voilà, c'est la reconstitution. On n'est pas, encore une fois, c'est pas un film tourné comme un documentaire. Merci infiniment. Moi, le film m'a bouleversé, vous l'avez compris. Le film sort le 9 octobre, grâce à Pyramide, que je salue, qui fait un travail formidable sur le Tudor film. Il y a plein de films Pyramide en ce moment, Le Figuier Sauvage, le film de Peretti, etc. Donc, vous avez pléthore de films de Pyramide. C'est un hasard dans la programmation, mais ils font un travail formidable. Ce n'est pas un hasard. Non, c'est une nécessité. Voilà, mais en particulier sur ce film-là, ils le défendent énormément. Ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que sur ton front, il y avait tous tes partenaires qui apparaissaient, donc Télérama, Le Monde, Combini, Nouvelle Offre. Je peux choisir, donc on va prendre... France Inter, tous les bons partenaires pour promouvoir un film. Octobre, c'est un enfer au niveau des sorties, donc et d'avoir tous ces partenaires, ça va aider le film. Votre bouche à oreille aussi, donc on compte sur vous. Et merci encore, Boris. Merci à toi.